Salut les photographes, c'est les MPR News du mois d'août. On a énormément de news, notamment énormément de news du monde de la photo. Pas trop de matos, mais un petit peu quand même. Notamment chez Nikon, où ils ont fait un gros teasing pour leur nouveau mirrorless. Voilà, donc des choses vraiment intéressantes et je suis étonné qu'il y ait beaucoup de news quand même en plein été. Donc bah, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors j'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai un peu la flemme, il fait super chaud, et du coup j'ai un peu la flemme d'installer tout mon écran derrière, etc. Donc j'ai mon petit pense-bête en face et j'essaierai de vous l'afficher là dans le coin. Voilà, donc on démarre avec les photos news. Et alors, pendant la Coupe du Monde de foot, oui désolé, après on n'en parle plus, promis, il y a eu une petite aventure avec un photographe mexicain qui était assez marrante pendant un match avec la Croatie. Alors, je ne saurais plus vous dire contre qui la Croatie était en train de jouer, mais lui était en train de prendre ses photos tranquillement du bord du terrain. Et il y a eu un but croate, et puis il y a un joueur qui a couru, tellement il était content, il a couru vers le bord, il a glissé, il s'est pris le photographe, et tous les autres sont venus sauter dessus pour faire la fête. Et du coup, le photographe mexicain s'est retrouvé en dessous du tas de Croates qui étaient là au-dessus de lui. Et il s'est pas démonté et il a pris plein de photos. Alors je pense voilà, heureusement qu'il avait son grand angle directement sur lui. Et il a pris plein de photos dans la mêlée en fait. Et ça fait des photos vraiment géniales. Et notamment pour un photographe de sport, c'est vraiment très différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça fait vraiment des photos extra. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez voir, tapez photographe mexicain, photo croate ou un truc comme ça. Et ça fait vraiment des photos géniales et très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour la petite histoire, les joueurs croates étaient super sympas après, ils ont essayé de... Ils se sont excusés et tout ça, il n'a pas été blessé. Il a même été invité par l'Office du tourisme de Croatie pour venir passer 2 semaines en Croatie, puis il va y aller à la fin de l'été. Donc c'est plutôt cool comme histoire, je trouve ça marrant. Ensuite, chez Nikon, alors oui, en fait, là, ça c'est la page pour que vous ayez un petit peu une idée. Mes MPR News, je note mes news au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ça, c'est une page que j'ai écrite au début du mois de juillet. Et depuis, il y a des nouveautés. Mais en gros, à ce moment-là, il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait 2 boîtiers mirrorless qui allaient bientôt être annoncés, avec la taille du boîtier qui serait à peu près identique à celle du Sony. Et puis, il y aurait a priori un 25 mégapixels, un 45 mégapixels. Il disait qu'il y aurait une annonce très bientôt. Depuis, on a eu le teasing, l'annonce officielle aussi, et toutes les infos, on les aura un peu plus tard, mais on en reparle dans la section matos de toute façon. Et puis dans le même temps, Nikon a annoncé la fin des Nikon 1. Donc les Nikon 1, vous savez, c'est ces petits appareils photo. Alors moi je les vois blancs parce qu'il y en avait beaucoup de blancs. Mais c'était les APS-C, si je dis pas de bêtises, mirrorless, qui étaient plutôt jolis, mais qui ont un peu fait un flop. Ils ont bien marché au tout début, puis après ça, ils ont arrêté de se vendre. Donc il y avait les J1 et les V1, ils ont arrêté d'être... enfin, ils sont sortis en 2011 et puis depuis, voilà, ils se sont pas trop renouvelés. Donc voilà, c'est clairement Nikon sur le côté mirrorless, ils mettent tout sur leur gamme pro à base de capteurs plein format. Et je pense qu'ils ont raison de faire ça. Nikon a aussi annoncé, enfin, oui, si, ils ont annoncé, il me semble, un 500 mm f5.6, mais au design ultra compact. C'est-à-dire qu'un 500 mm, en général, c'est un gros monstre. Alors là, c'est f5.6, donc c'est un petit peu plus fermé qu'un f4, par exemple. Mais ça reste normalement une optique très grande. Et là, ils ont un design très particulier à base de lentilles de Fresnel. Et je ne saurais pas vous en dire plus. Je vous laisserai aller regarder ça et rechercher si ça vous intéresse. Mais du coup, ça fait la taille d'un objectif. Ça fait la taille d'un 70-200 f2.8 à peu près. Pour un 500 mm f5.6, c'est du jamais vu. Et voilà, la date de sortie n'est pas encore annoncée. A priori, le prix sera super cher. Mais je trouve ça assez intéressant de voir des nouveaux designs d'optique qui permettent d'éviter de se trimballer des gros monstres. Donc voilà, pourquoi pas. Ça innove chez Nikon. Et puis chez Canon, c'est pareil. Il y a une rumeur de 2 boîtiers mirrorless qui sortiraient. Donc c'est des rumeurs de plus en plus insistantes. A priori, ils sortiraient avant mi-2019. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps. Il est quand même fort probable qu'on ait des annonces, au minimum des annonces, voire peut-être des protos, avant Photokina, qui va avoir lieu fin septembre, si je ne dis pas de bêtises, à Cologne, qui est la grande mecque de la photo, hein. Mais il est fort probable aussi que les boîtiers ne seront pas disponibles à l'achat à ce moment-là. Donc il faudra attendre très certainement. Alors s'ils sont bons, ils pourront les sortir peut-être avant Noël, mais sinon il faudra certainement attendre début ou mi-2019. Voilà, pour Canon aussi. Il est question éventuellement d'un 24 mégapixels et d'un 30 mégapixels, ce qui me paraît assez peu quand même, le 30 mégapixels. Et a priori, pour commencer, il n'y aurait pas de version low light, enfin de basse lumière, façon Alpha 7S. Pour l'instant, Sony va rester à peu près le seul dans ce domaine-là, a priori.
Alors, Nvidia, donc on en a déjà parlé plusieurs fois sur tout ce qui est intelligence artificielle et ils ont vraiment l'air de bosser beaucoup là-dedans en ce moment. Donc ils ont sorti une nouvelle intelligence artificielle qui permet de réduire le bruit, mais de façon hyper impressionnante. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est vraiment des photos, genre les photos que vous allez prendre à 102 000 ISO. Ils appliquent cette intelligence artificielle et le bruit s'en trouve réduit. On a l'impression d'avoir une photo à 100 ISO. On a quand même l'impression que la photo est un tout petit peu trop lissée, comme s'il y avait eu un petit peu de clarté négative. Mais on est quand même très proche d'avoir une photo quasi impeccable. Et c'est vraiment bluffant de voir ce que les intelligences artificielles sont capables de faire. Donc voilà, on verra où ça mène plus tard, mais peut-être que dans quelques temps, la question des ISO se posera même plus. Peut-être qu'on se dira, bah, wow, 102 000 ISO, je m'en fiche, mon Lightroom il est tout à fait capable de m'enlever le bruit sans problème. Peut-être, on verra, ça va faire partie des évolutions de la photo probablement. Ça permet aussi d'enlever les watermarks, les signatures, a priori très bien, donc ça c'est un peu plus dangereux. Voilà, en tout cas c'est assez impressionnant. C'est vrai que d'habitude, quand on voit des tests d'intelligence artificielle, ceux qui vont reconstruire un visage ou des choses comme ça, il y a toujours des trucs un peu bizarres. Quand on voit la photo, on se dit oh, on se dit c'est impressionnant technologiquement parlant, mais on est encore loin d'avoir un truc parfait. Là, pour une fois, on sent qu'on est quand même pas très loin d'avoir un truc parfait, quoi. Ensuite, Corel, qui sort un logiciel qui s'appelle Photomirage. Alors Corel, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était enfin, il y a 10-15 ans, Corel avait toute une suite de logiciels pour traiter les images. Depuis, on ne les a plus trop vus. Je me demandais même si c'est pas eux qui faisaient PaintShop Pro, peut-être que je dis une bêtise. Mais voilà, donc là ils sortent Photomirage et qui permet d'intégrer du mouvement dans une photo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un effet plutôt cool. Je pense que c'est pas encore kitsch, ça le sera sûrement un jour, mais ça fait des espèces de gifs, entre guillemets, mais en gros vous avez une photo où rien ne bouge et par exemple vous allez avoir quelqu'un qui fume une pipe par exemple, et puis on voit rien qui bouge sauf la fumée de la pipe qui monte comme ça, par exemple. Ou bien rien qui bouge et puis une cascade qui tombe derrière, comme ces magnifiques tableaux qu'on peut voir des fois dans les maisons des grands-mères. Mais voilà, et ce logiciel permet de faire ça. Euh, c'est assez simple à utiliser. En gros, on dit, bah voilà, cette zone-là, tu la bouges pas, cette zone-là, tu mets tel mouvement dans tel sens, et ça va générer les images pour créer le mouvement. A priori, ça a l'air plutôt simple. Voilà, il y a 15 jours gratuits, et après ça coûte 60 euros. Donc si jamais ça vous intéresse, profitez des 15 jours gratuits, je vous mets le lien dans la description, et puis essayez de voir si ça vous plaît ou pas. Ensuite, pour la photo, concernant la photo animalière, vous savez, je vous ai parlé tout récemment de ce que je fais maintenant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends une photo animalière, je mets des précisions sur l'endroit où ça a été pris. Est-ce que ça a été pris en pleine nature? Est-ce que ça a été pris dans un parc animalier? Est-ce que ça a été pris dans un zoo? Enfin, je fais la différence entre parc, enfin dans une réserve ou dans un zoo. Voilà, je précise ça. Et en fait, il y a un photographe, alors c'est un photographe américain, je crois, ou sud-africain peut-être, qui s'appelle Paul Bertner, qui a poussé le truc beaucoup plus loin, beaucoup plus extrême que ce que j'ai fait, mais qui est assez intéressant. Lui, il rajoute des petits symboles qu'il met en surimpression sur ses photos dans un petit coin. Et il a, je crois, 7 ou 8 symboles pour plein de catégories différentes. Et en gros, il en a un qui indique le niveau de stress de l'animal. Donc, est-ce que l'animal a été pas du tout dérangé, ou est-ce que l'animal m'a vu, ou est-ce que l'animal a été dérangé, ou est-ce que l'animal était complètement tétanisé. Enfin voilà, il y a plein de niveaux de stress. Il en a mis aussi sur la manipulation de l'animal. Donc est-ce que l'animal a été déplacé? Est-ce qu'il a été touché? Est-ce qu'il a été, voilà, est-ce qu'il a été immobilisé aussi, le temps d'immobilisation? Parce qu'il y a certaines photos animalières où l'animal est malheureusement pris, mis dans une boîte, ou bien quelqu'un qui le tient pendant que l'autre fait une photo. Enfin voilà, il y a vraiment de tout dans la photo animalière. Et ça me fait penser à un post sur Facebook de James de Focal Photographie qui était bien énervé sur des choses que certains photographes animaliers peuvent faire. Effectivement, il y a des choses assez moches. Hein, il y a des gens par exemple qui achètent des souris pour les lâcher sur la neige pour que le hibou vienne juste vers le photographe pour le prendre. Et la version un peu plus hardcore que ça, c'est qu'il y en a certains par exemple qui vont prendre des poissons, mettre de la mousse à l'intérieur, mais le poisson est toujours vivant évidemment, pour que le poisson flotte à la surface de l'eau, pour que l'aigle vienne choper le poisson à la surface et qu'il vienne choper celui-là. C'est évidemment beaucoup plus facile à prendre en photo parce qu'on sait exactement où l'aigle va venir choper le poisson, mais éthiquement c'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste horrible de faire ce genre de choses. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant que lui pousse le truc un peu plus loin et qu'il ait voilà, tous ces symboles-là. Il en avait un aussi pour les retouches évidemment qu'il a appliqué sur la photo. Donc voilà, assez intéressant je trouve. Ensuite, Tony et Chelsea, je vous en ai déjà parlé, c'est des Américains qui ont une chaîne YouTube sur la photo.
Personnellement, j'aime beaucoup leur approche, notamment l'approche enfin si, j'aime bien leur approche à tous les deux, parce qu'elle est plus graphique, artistique, lui est très ingénieur de formation, donc il a un peu le même cerveau que moi, il aime bien tout analyser, euh, chercher les preuves par lui-même, par l'expérimentation, etc. Bref, ils ont sorti un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Stunning Digital Photography, qui est le bouquin le plus vendu dans le monde en termes de photos, qui coûte 10 dollars et qui est énorme, enfin vraiment, il y a énormément d'infos dedans et puis il y a tout plein de vidéos. Et pour leurs 1 million d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ils l'offrent gratuitement. Donc je vous mets le lien dans la description. Alors c'est en anglais, donc il faut que vous compreniez l'anglais. Mais en dehors de ça, c'est vraiment un super bouquin. C'est le seul bouquin que j'ai jamais acheté et je l'ai trouvé vraiment très bien parce que c'est très pratique en fait. On n'est pas sur de la grande théorie, c'est bah, vous voulez prendre en photo votre gamin qui joue au foot. Bah voilà les choses à considérer, voilà les fonctions qu'il faut mettre, voilà le type de paramètres qu'on peut mettre dans son appareil, etc. Donc c'est très très intéressant, c'est vraiment basé sur des situations en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup et donc je vous mets le lien vers cette page. Vous pouvez y aller, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et après, si vous voulez donner un peu de sous, vous pouvez aussi, mais voilà. Il est vraiment très bien, je vous le recommande. Ensuite, petite news du monde de la photo français, c'est Focus Numérique. Vous connaissez très certainement ce site. Pardon, vous connaissez très certainement ce site qui parle de matos photo et qui les teste vraiment en profondeur, les objectifs, les boîtiers, enfin voilà, ils sont très 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 précis. Je sais aussi qu'ils ont souvent eu des interviews exclusives avec des gens de chez Canon, de chez Nikon, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une super équipe. Moi j'aime beaucoup. Et donc Focus Numérique existe depuis quelques années déjà. C'était gratuit pendant tout un temps, tout le site. Ils ont a priori pas trouvé leur modèle économique comme ça, donc ensuite ils sont passés sur une formule par abonnement. Il y avait donc peut-être 6-7 articles sur 10 qui étaient disponibles que si on était abonné à voilà, à leur offre par abonnement. Et a priori, ça a dû fonctionner, il y avait quand même quelques-uns, mais c'était quand même pas suffisant. Donc ils vont fusionner avec les numériques. Donc Focus Numérique fusionne avec les numériques, et on va retrouver tout le contenu Focus Numérique sur les numériques. J'espère que, alors évidemment, là on est au moment de la fusion, donc ils disent que tout le contenu va rester tel quel, etc. J'espère que ça ne va pas amener à moins de contenu sur ces boîtiers objectifs parce que c'est des tests qui sont vraiment très très poussés et que j'aime beaucoup. Et ça manque en France d'avoir des tests comme ça. J'essaie de le faire à ma petite échelle sur ma chaîne YouTube, mais voilà, c'est vrai que Focus Numérique, c'est un peu une référence aussi. Donc voilà, on va aller suivre ça sur le site Les Numériques, qui est déjà un très bon site par ailleurs. Donc voilà, c'est cool. Longue vie à Focus Numérique. Une petite histoire maintenant. Un photographe qui s'appelle Phil Mosby, qui a réussi à faire un peu le buzz avec une photo de Voie lactée qu'il a faite. Et en fait, il est passionné d'espace et d'exploration spatiale, et donc il suit forcément avec beaucoup d'attention le développement du JWST, donc le James Webb Space Telescope, le télescope spatial James Webb, qui sera lancé dans les prochaines années, qui est amené à être le successeur de Hubble. Et donc du coup, pour montrer un peu sa passion de tout ça, il a été prendre en photo le lac Weber, donc référence à James Webb, le lac Weber en Californie. Donc une superbe voie lactée avec le reflet, etc. Et en plus, comme il adore faire des impressions, il s'est amusé à imprimer ça sur 7 hexagones qui reprennent exactement le motif des miroirs du télescope spatial James Webb. Et donc voilà, il a imprimé ça, il a mis ça chez lui, il était super content, il a posté ça sur Reddit. Et en fait, ça a cartonné sur Reddit, il y a eu plein de likes, c'est monté super haut. Et ça a tellement cartonné qu'en fait, il y a des gens de la NASA qui l'ont appelé pour lui dire « Ah bah écoutez, on aimerait bien vous en commander un pour le mettre dans notre centre de commande de James Webb, notre futur centre de commande de James Webb. » Et donc voilà, et finalement, il est passé de j'ai une idée sympa, je vais le faire pour moi parce que je suis vraiment passionné de ce truc », à une commande de la NASA. Et donc voilà, je trouve ça plutôt cool de voir qu'il y a encore des gens qui arrivent à être créatifs, à créer des choses différentes. Et là, il y a des personnes qui avaient pensé à faire ça, aller prendre en photo le lac Weber, l'imprimer comme comme les miroirs du télescope. Je trouvais ça super cool. Donc voilà, thumbs up à Phil Mosby. Alors, quelques petites news MPR, ça va aller très vite. Ce mois-ci, pas de live, parce que bah, c'est l'été et puis on se repose un petit peu. Donc voilà, on fera pas de live, mon petit réflexe ce mois-ci, on reprendra au mois de septembre. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Schmitt, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Il cartonne avec sa chaîne sur la vidéo pour les vidéastes et il est super énergie. Il donne des conseils super pratiques, notamment, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les 5 ou 10 idées de transition à mettre dans une vidéo, mais elle est juste géniale cette vidéo-là. Et donc il lance un concours photo, comme il fait un peu tous les ans, qui appelle le concours Kumquat, je ne connais pas l'histoire derrière.
Mais dans tous les cas, il m'a demandé de faire partie de son jury. Et je suis très honoré parce qu'il y a des très 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 gros noms quand même dans ce jury. De la photo, de la vidéo et puis du YouTube game, même d'une manière générale. Donc moi, j'ai un peu l'impression d'être le petit là-dedans, mais ça me flatte, ça me fait très plaisir. Et donc du coup, voilà, il y a un concours vidéo et un concours photo. Donc si ça vous intéresse, il y a 3000 euros de prix avec des partenariats avec Miss Numérique entre autres. Voilà, donc sachez que si ça vous intéresse, bah, allez-y, allez voir sur la chaîne d'Olivier Schmitt. Je vous mets le lien vers sa vidéo qui parle du concours dans la description. Et puis je vous incite à y participer parce que c'est plutôt cool, il y a des prix à gagner. Et puis il y a un jury de malades, donc voilà, ça permettra d'avoir plein de beau monde qui ira voir votre photo. Et puis la petite section sur le voyage en Californie, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Mono Lake et de Body, c'est-à-dire les deux sections qu'on va aller voir quand on aura traversé la Sierra Nevada, donc quand on aura été voir Yosemite, on sera passé vraiment en altitude sur les 2000-2400 mètres près des lacs et des machins, puis on redescend de l'autre côté, côté désert, et là on passe de la verdure à vraiment rien comme végétation, et donc on arrive directement sur le Mono Lake, qui est un petit lac, enfin, un petit lac qui était plus grand à l'époque, mais qui est détourné, enfin les eaux qui vont se mettre dans le Mono Lake sont détournées pour arroser Los Angeles, de moins en moins, mais bon voilà. Et donc ce lac, comme il a un niveau qui a baissé par rapport à son niveau historique, il y a des concrétions de sel, parce que c'est un lac qui est très très salé, et donc des concrétions calcaires plutôt, qui ressortent du lac, et c'est magnifique, et ça fait vraiment des photos splendides. Ça fait des superbes reflets, ça fait voilà, éclairé par la pleine lune, c'est enfin, magnifique. Il y a plein d'opportunités photos, et donc on va passer 2 soirs à cet endroit-là. On va avoir du lever de lune, on va avoir du coucher de soleil, on a du coup des lumières magnifiques, c'est quasiment certain qu'il n'y aura pas de nuages de ce côté-là. Et donc voilà, Mono Lake, on va y passer 2 nuits et c'est superbe. Et puis dans le coin, il y a Body qui est une ville fantôme, qui était une énorme ville au moment de la ruée vers l'or. Et c'est assez intéressant parce que c'est une ville, elle n'a pas été restaurée, elle a été juste maintenue dans l'état dans lequel elle a été trouvée. Donc elle a été abandonnée pendant un temps, puis ensuite il y a des gens qui sont venus, qui l'ont retrouvée et qui se sont dit on va la protéger. Et au moment où ils ont décidé ça, ils en ont fait un parc d'État, et ils ont décidé de dire on va faire en sorte que tout reste tel que c'est aujourd'hui. Donc il y a encore les toiles d'araignée, il y a encore la poussière, etc. Mais ils n'ont rien rangé, ils n'ont pas enlevé des objets, ils n'ont pas non plus retapé des bâtiments, ils font juste en sorte que les bâtiments restent debout. Et du coup, on a vraiment l'impression d'arriver au moment où la ville a été abandonnée. Et c'est vraiment super. Il y a plein d'opportunités photos à travers les vitres. On voit encore la salle de classe avec les trucs écrits au tableau. On a vraiment l'impression que les gens ont quitté la ville il y a quelques heures, euh, modulo les toiles d'araignée et la poussière. Mais voilà, et c'est vraiment super et on peut vraiment y passer quelques heures très 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 chouettes. Il y a plein de bâtiments. Il y a, je pense, au moins 100 ou 150 bâtiments dans la ville. Donc voilà, on va passer un moment vraiment super chouette là. Et puis ensuite, quand on va aller vers la vallée de la mort, on aura, pardon, on aura toute une vue sur la Sierra Nevada, parce qu'on est vraiment au niveau du désert, et on voit ces montagnes immenses qui s'élèvent jusqu'à 4005, je crois, le mont Whitney il est dans ces eaux-là. Euh, et donc du coup, on a la possibilité peut-être d'avoir encore des sommets enneigés là-bas, avec les nuages qui arrivent juste au-dessus, mais qui franchissent pas la barrière. Enfin voilà, c'est des très très belles opportunités photo. Donc voilà, je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, le voyage photo sera organisé du 19 septembre au 1er octobre. Ça coûte 2 990 € et je vous mets le lien dans la description pour aller sur le site de l'agence de voyage photo, donc qui s'appelle l'Objectif Nature, pour avoir tous les détails, mettre une option sur le voyage ou le réserver directement. Et puis on continue, CMPR News. Alors on est parti sur le matos. Vous avez certainement entendu parler de Nikon qui a fait son teaser sur le mirrorless plein format. Enfin. Et il y a quelques petites choses qu'on peut tirer de cet enseignement. Alors c'est un teaser tout dans le noir, justement pour avoir du suspense, pour qu'on ne voit pas trop ce qui se passe. Il y en a certains qui se sont amusés à déboucher les ombres de la vidéo pour voir si on pouvait déterminer certaines choses en plus. En gros, le boîtier est fin. C'est la première chose qu'on peut déterminer. C'est que comme le disait la rumeur, le boîtier est à peu près fin comme celui d'un Sony. Ça veut dire que c'est déjà certain que les objectifs Nikkor actuels ne pourront pas se monter dessus sans un adaptateur, parce que la distance entre le capteur et le cul de l'objectif sera trop faible, donc il faudra mettre un adaptateur entre les deux de toute façon. Ça veut dire que Nikon va développer toute une nouvelle gamme d'objectifs pour ce nouveau boîtier. Ça veut dire aussi qu'évidemment, ils vont sortir un adaptateur, à voir après si cet adaptateur marche parfaitement avec les optiques actuelles ou s'il y aura des petits soucis d'autofocus, etc. On verra bien. A priori, donc on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça, mais il y aura une grosse annonce le 23 août à 6 h du matin.
Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, moi je vais me lever à 6 h du mat pour la suivre, cette conférence de Nikon, je vais regarder ça en direct. Et ce que je vous propose, c'est que à 9 h du mat, on fait un live sur mon petit réflexe et on discute de ça. Donc on va faire un live avec voilà, tout ce qui a été annoncé, voilà, on fait un gros événement. Et donc marquez déjà dans vos agendas, le 23 août à 9 h du matin, gros live sur mon petit réflexe pour discuter du nouveau Nikon mirrorless. Je pense que ça pourrait être plutôt cool. Ensuite, Nikon a annoncé le Coolpix P100. Alors c'est un bridge, un boîtier bridge, mais avec le zoom le plus malade qu'on ait jamais vu. D'habitude, je parle pas trop des bridges, mais là quand même, on a un zoom x 125. Donc ça fait vraiment un gros bazooka, sachant que vous savez, dans les bridges, les capteurs sont tout petits, donc du coup, avoir un zoom grand comme ça fait vraiment un zoom énorme. Et en fait, en focale équivalente, c'est l'équivalent d'un 24 3000, 3000 mm. Donc c'est juste hallucinant. Après, le plus souvent, si vous êtes à 3000 mm, vous allez avoir énormément de perte de qualité, non pas à cause de l'optique du boîtier et de l'objectif, mais surtout parce que vous allez avoir des perturbations atmosphériques en fait. Mais voilà, en tout cas, c'est impressionnant. Donc voilà, je voulais vous en parler. 1100 € quand même la bête. Ensuite, Fujifilm annonce un tout petit boîtier qui s'appelle le XF10. C'est un boîtier APS-C de 24 mégapixels avec une focale fixe 18,5 mm et puis qui coûte aux alentours de 500 $. Donc, tiens, quelqu'un qui m'appelle. Hop, je reprendrai plus tard. Donc voilà, je suis toujours un petit peu perplexe moi sur acheter un boîtier avec une focale fixe dessus. Dites-moi si certains d'entre vous sont clients de ce genre de choses. Ensuite, Fujinon, donc c'est la marque d'objectifs de chez Fujifilm, sort un objectif XF 200 mm f2. Donc là, vous savez, ces gros objectifs blancs, clairement pour la photo sportive ou animalière, qui va se monter sur des capteurs APS-C. Donc ça veut dire que ça va faire un équivalent de 300 mm. Et puis l'ouverture, ça vous fera un équivalent, si je ne dis pas de bêtises, f2.8 ou f3.5, un truc comme ça. Donc c'est plutôt quand même une grosse ouverture encore pour un 300 mm. Et alors c'est stabilisé, 5 stops de stabilisation. Il y a un multiplicateur de focale x1,4 dedans. Et a priori, on peut imaginer une très bonne qualité optique. Donc je trouve ça assez intéressant de voir qu'il y a des marques qui commencent à développer des objectifs extrêmement qualitatifs, voire professionnels, quand on voit le prix, 6 000 $ quand même, pour des APS-C. Parce que quelque part, souvent, vous avez vu, hein, quand j'avais comparé l'APS-C et le plein format, fondamentalement, le plein format ne fait pas spécialement des photos de meilleure qualité qu'un APS-C. On peut discuter des petits détails, mais voilà, fondamentalement, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui fait des meilleures photos en général, c'est qu'on a des meilleures optiques sur plein format que sur APS-C. Donc si des marques commencent à développer beaucoup de très bonnes optiques sur APS-C, ça peut commencer à devenir intéressant de rester sur de l'APS-C et bénéficier des avantages qu'il y a avec. Fujinon annonce aussi la sortie du XF8 16 mm f2.8, donc là on est carrément sur du très grand format, du très grand angle, pardon. Et là c'est la même chose, les ultra grands angles, comme je vous l'ai dit, moi c'est ma frustration sur les APS-C, ils sont pas très qualitatifs. Et je pense que c'est parce qu'on est obligé d'avoir des optiques très bombées. Quand on a une optique 8 mm, évidemment c'est très bombé et c'est difficile d'avoir tous les rayons lumineux qui arrivent pile au bon endroit sur le capteur, etc. Là 8-16 f2.8, ça commence à être intéressant. 2000 $, donc très cher aussi. Donc moi quand je vois un prix comme ça, je me dis, et si c'était extrêmement qualitatif? Et si c'était aussi qualitatif qu'une optique très grand angle plein format sur un plein format? Et dans ce cas-là, ça peut être super intéressant. Donc voilà, à voir. Ensuite, Parrot, vous avez sûrement pas manqué, a sorti un drone, le drone Anafi. Alors vous savez, j'essaie de pas trop parler de drone sur cette chaîne parce qu'il y a plein d'autres chaînes qui en parlent très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté photo au drone. Et Parrot, c'est un constructeur français, donc autant en parler un petit peu. Après, ils m'ont pas envoyé de drone. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils m'en envoient un. Alors, j'aurais pas réclamé non plus. Et donc, il est vraiment là pour concurrencer le Mavic Air. Il est dans la même gamme de prix, un petit peu moins cher, 700 €. Et a priori, c'est plutôt pas mal. Alors, Parrot, ils sont pas tout nouveaux hein, dans le monde des drones. Par contre, sur la partie vidéo, ils avaient quand même des preuves à apporter. Et a priori, c'est plutôt bien. Il y a un capteur 21 mégapixels fabriqué par Sony, donc quand même gage de qualité, à peu près de la même taille que le capteur d'un Mavic Air, qui filme en 4K, mais qui peut faire plutôt du coup des photos beaucoup plus importantes, beaucoup plus imposantes, qui peut aussi zoomer un petit peu dans la vidéo en numérique. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Il peut aussi regarder vers le haut. J'ai vu quelques tests. Il y a des avantages et des inconvénients par rapport au Mavic Air. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un peu de concurrence dans ce domaine-là, d'autant plus si c'est français, cocorico.
Ensuite, Sony a annoncé qu'il sortait un capteur 48 mégapixels pour smartphone. Alors, ça avait déjà été tenté par le passé. Je me souviens d'un Nokia qui avait un capteur de 42 mégapixels, je crois. Et là, sachant que c'est Sony, on sait qu'ils ont de la très bonne technologie à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a je dis appareils photo, plein de téléphones, de smartphones qui vont se vendre en vantant les 48 mégapixels de leur capteur. Comme d'habitude, c'est des capteurs qui sont microscopiques, donc ça sera qualitatif quasiment que en pleine lumière. Dès que la lumière va baisser, on va avoir des photos qui seront beaucoup moins bonnes. Et évidemment, on n'aura pas le même micro-contraste, voilà, ce ne sera pas pareil qu'un gros boîtier réflexe avec un bon objectif. Mais n'empêche, ça progresse beaucoup, ça montre que c'est très sérieux la photo au smartphone. Et puis, il ne faut jamais oublier que sur les smartphones, ils embarquent beaucoup plus d'intelligence artificielle que sur nos caméras. Et que ça, quelque part, ça compense un petit peu la différence optique. Donc voilà, ça va être capable de filmer en 4K, ça va être capable de filmer en 480 images par seconde en 1080p, donc c'est quand même assez énorme. Ça va faire du HDR et compagnie. Et le capteur en lui-même coûte 27 dollars. Alors ça peut paraître pas grand-chose, hein, mais c'est juste un petit capteur comme ça qui va être vendu dans plusieurs millions d'exemplaires, ou dizaines de millions d'exemplaires. Donc ça va, Sony va bien s'en sortir avec ça quand même. Mais voilà, une fois que c'est intégré ensuite dans un smartphone. Après, c'est toujours étonnant, je trouve, de voir que des smartphones qui vont être vendus 800, 900 euros, euh, en général uniquement basés sur la capacité de leur appareil photo, hein, c'est comme ça, les smartphones sont vendus pour leur appareil photo aujourd'hui. Bah finalement, la puce de l'appareil photo est pas si chère que ça, 27 dollars, c'est pas si énorme que ça par rapport au prix global qu'on va payer à la sortie. Et puis, alors, on embarque dans la section un petit peu What the fuck WTF, What the face, comme dire l'autre, avec donc une nouvelle optique macro de chez Laowa, encore plus Pinocchio qu'avant, donc c'est vraiment une espèce je vous laisse déterminer à quoi ça vous fait penser, qui fait 24 mm pour la macro, donc un angle assez grand, qui ouvre à f14 maximum, donc c'est volontairement pas fait pour faire des grandes ouvertures, mais après en macro de toute façon on est toujours dans ces cas-là, et qui peut faire un grossissement x2. Et alors c'est assez intéressant parce que j'ai vu quelques photos d'illustration où en fait comme le tube est très très long, on peut l'insérer, pardon titre, dans plein de choses. On peut l'insérer à l'intérieur d'une bouteille, on peut le faire tremper le bec dans l'eau pour prendre des photos de macro sous-marine. Voilà, il y a plein d'endroits en fait où on peut aller à l'intérieur prendre des photos, d'autant plus qu'il y a un petit rond de LED au bout qui permet d'éclairer. Je dis n'importe quoi, nous dans notre jardin on a plein de trous de mulot. Ça serait marrant une fois d'aller à l'intérieur prendre une photo et voir s'il y a des animaux là-dedans. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, c'est toujours marrant de voir des choses très différentes de ce qui existe actuellement. Ça va sortir pour monture Canon, Nikon et Sony aux alentours de 1150 dollars actuellement sur Kickstarter, donc quand même cher. Ensuite, un autre truc un petit peu dans le même style titre, on va dire, c'est Steadify, c'est aussi sur Kickstarter. Le principe, c'est que c'est vous le trépied. Donc en fait, c'est une espèce de petit bras articulé avec deux petites pattes qu'on vient poser sur son ventre, enfin plus exactement, on a une ceinture, et les petites pattes viennent se crocheter là-dessus. On tire, je vais vous le faire, hein, c'est comme ça. On vient tirer le monopode, en fait, c'est une sorte de monopode, mais qu'on a attaché à notre ceinture. Donc ça nous fait voilà, comme une grande quéquette devant nous, disons-le. Hein. Et puis on met notre appareil photo dessus et du coup avec nos pieds, bah, ça fait un trépied. C'est le principe. Je trouve ça un peu bizarre quand même dans l'idée, le look on va dire. C'est pas si compact que ça finalement. C'est quand même 130 dollars sur Kickstarter. Moi je suis pas convaincu, mais allez vous faire une idée si vous voulez. Et puis on finit avec le petit coup de pouce du mois. Alors le petit coup de pouce, pour moi, il n'y avait aucune hésitation possible. J'ai passé toute une semaine avec Nicolas de la chaîne N comme Nature. À la fois, on a fait une rando organisée par des tipeurs. Donc c'était une rando des tipeurs dans les Alpes pendant 3 jours, vraiment magnifique. Donc il était dans le groupe. Et puis ensuite, avec Nico, on a descendu on devait faire pendant 5 jours la descente de la Loue. On a descendu pendant 3 jours parce qu'après, malheureusement, il y a une tendinite qui arrivait. Et vous aurez de toute façon des vidéos qui arrivent là-dessus, de sorties photos et tout ça. Et du coup, j'ai passé vraiment un temps génial avec toi, Nicolas. C'était vraiment super cool. Donc Nicolas, il est naturaliste, donc ça veut dire passionné des animaux, il connaît énormément de choses sur les animaux, les espèces, leur comportement. Il est évidemment passionné de photographie animalière, donc sur sa chaîne, ça va parler de ça va parler de photographie animalière. Et voilà, c'est super chouette, donc je vous incite à aller voir sa chaîne, il y a plein de super vidéos. Et puis voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres MPR News et d'autres vidéos de toute façon. Pardon.
Comme je vous avais dit, là, les prochaines semaines, je vais vous balancer un max de tests d'objectifs Sony. Je profite du fait que c'est l'été et que tout le monde regarde peut-être pas forcément les vidéos, mais je dois enfin, je me dois entre guillemets de les mettre sur la chaîne pour du référencement parce qu'il y a plein de gens qui vont tomber dessus et qui cherchent des infos sur ces objectifs. Et on reprend le contenu plus traditionnel à la rentrée avec une nouvelle grille de programme et on en parlera dans les MPR News de septembre. Voilà. Très bon été, ciao!